Et on est parti. Alors, deuxième coaching de la reprise, deuxième coaching de cette reprise. L'idée, c'est que on va pouvoir procéder sous forme de hot seat. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, sous un format assez direct, prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Et peut-être s'il y en a à la fin, si on n'est pas trop nombreux, on pourra prendre le temps aussi de répondre à d'autres questions individuellement qui pourraient vous venir, que vous pouvez commencer, si ça vous vient d'ailleurs, à partager dans le chat pendant que je réponds aux autres. Ça vous va? Ok. Allez, super. L'idée, c'est que vous avez chacun des niveaux d'avancée différents. Le prochain coaching collectif qu'on fera abordera le thème de la banque. Donc, on va vraiment focaliser sur le jeu de la banque. On vous a prévu un petit coaching un peu particulier pour le jeu de la banque. Et je vais directement prendre les premières questions que je vais prendre dans l'ordre que vous m'avez posées dans le chat. Ok, alors je vais répondre à une question avant que je la pose, qui avait été posée par Camille. Camille Nedelec qui nous avait dit est-ce qu'on peut louer on ne peut pas louer des logements meublés lorsqu'on est en SCI. Elle nous posait la question. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entre vous, vous allez entendre ça pendant vos visites avec les agents IMO, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui le pensent à tort, par manque de connaissances. Effectivement, il n'y a qu'un seul cas de figure où on peut faire de la location meublée avec la SI. En réalité, il y en a deux, mais qu'une seule qui est vraiment utilisable. C'est quand on fait de l'investissement en SCI à l'IS. À l'impôt sur les sociétés, on peut mettre dedans de la location courte durée, de la location meublée, de la location nue, de la location commerciale. On peut mettre tout type de location. Dans la location en SCI à l'impôt sur les revenus, donc à l'IR, à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre de logement meublé. On peut en mettre seulement dans la mesure où ça représente moins de 10% des loyers que l'on perçoit. Autant dire que c'est assez compliqué d'en faire. Alors, question de Laetitia. Alors, Laetitia, concernant ce qui se profile pour les limitations du LMNP en 2025 et voir les années à venir, peux-tu nous indiquer quels sont les points importants à garder en tête dans nos futurs investissements afin que nos opérations restent rentables? Sachant qu'il y aura certainement encore plein d'opportunités et de subtilités, encore faut-il les avoir bien en tête. Pour notre part, nous nous orientons vers deux immeubles de rapport avec une stratégie de conservation, voire de transmission via un montage en société. Hyper intéressant comme question. On va y répondre d'ailleurs très prochainement dans un nouveau format de questions-réponses qu'on va pouvoir vous proposer en plus de l'accompagnement. J'en dis pas trop pour l'instant. Comment je vois l'investissement, les stratégies fiscales dans les prochaines années? Pour moi, il y a deux choses à garder en tête. Numéro un, c'est que là où tu me parles, Laetitia, de changements qui se profilent, moi, je te parlerai plutôt de projet de loi. Ça fait 5 ans que j'investis et depuis 5 ans, tous les ans, on me dit c'est la fin du LMNP l'année dernière. Tous les ans. Donc aujourd'hui, déjà, c'est un premier truc à garder en tête. Il y a une dame qui a décidé de faire un projet de loi sur le LMNP. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'intention dans laquelle elle le fait. Elle le fait dans l'intention de lutter contre la crise du logement. Et la crise du logement, elle est impactée par ceux qui ont le statut LMNP pour de la location courte durée. Donc ce statut-là, loueur meublé, c'est le statut de loueur meublé de tourisme qu'on appelle aussi, il est très impacté effectivement par ce projet de loi. Maintenant, là où vous pouvez tous relativiser par rapport à ça, et je crois que c'est le plus important, c'est que l'État, en fait, n'a pas d'intérêt à toucher aux statuts fiscaux qui aujourd'hui garantissent du travail au comptable. Et c'est lesquels? C'est exactement ceux qu'on vous préconise d'utiliser dans la formation. Le LMNP au réel et tout ce qui est investissement en société, notamment à l'IS. Pourquoi? Parce que dans ces deux cas de figure, il y a besoin d'un comptable pour le gérer, qui génère des montants de TVA assez énormes aux yeux de l'État et plein d'impositions, etc. Donc, ces deux types d'investissements, pour moi, garderont toujours un avantage sur les autres parce qu'aujourd'hui, ben, ils emploient une quantité d'avocats fiscalistes, d'experts comptables assez impressionnant, contrairement au LMNP microbique que monsieur, madame, tout le monde peut, en se renseignant un peu sur Internet, arriver à gérer par soi-même, mais qui est moins intéressant fiscalement.
Et contrairement à la location nue, dans le même type, qui peut également se gérer par soi-même. Donc là, c'est vraiment pour moi quelque chose à garder à l'esprit, c'est que ça crée du travail en France et en fait, l'État à, n'a pas intérêt à casser ce statut LMNP. Alors, dans le projet de loi, qu'est-ce qu'il est dit précisément? Il n'est pas dit du tout que c'est la fin du LMNP. Il est dit que donc, le statut microbique voit beaucoup de ses avantages diminuer, le statut en loueur meublé tourisme également, et le statut LMNP au réel verrait seulement un des avantages arriver, c'est que aujourd'hui il y a une sorte de déséquilibre sur ce statut où il y a un double amortissement des travaux. Il y a pendant la location, je touche mes loyers, j'ai fait des travaux que j'amortis chaque année, et de cette façon-là, j'arrive à un équilibre comptable chaque année. Donc j'arrive à amortir les travaux pendant l'exercice comptable. Et c'est là que c'est injuste. Pour le statut LMNP au réel, je peux également réinclure des travaux que j'ai déjà amortis pendant la location. Je peux les réinclure dans mon calcul de l'imposition sur la plus-value. Et aujourd'hui, il y avait ce double avantage qui, effectivement, pourrait être amené à disparaître pour arriver à quelque chose de plus normal, comme sur la SCI, quand on amortit les travaux pendant la location, on ne peut pas les réamortir à nouveau dans le calcul de la plus-value. Donc, ça fait pas mal d'éléments qui vont quand même plutôt dans le bon sens pour nous. Alors, j'ai une question de Greg. Greg, VMC, simple flux, double flux. Tu avais vu que sur les DPE, la majorité te conseille effectivement de mettre un double flux. Et Arthur t'a parlé de simple flux pour améliorer le DPE. Et c'est pas cher. Alors, c'est vrai que là, tu vas distinguer deux analyses différentes. Si tu achètes ta résidence principale, effectivement, un double flux peut s'avérer intéressant parce que ça augmente ton confort personnel. Et si tu veux, en termes de plus-value, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt. Maintenant, dans le cas de l'investissement locatif, le simple flux suffit. Et je dirais que tu peux aller un tout petit peu plus loin, tu peux mettre le simple flux hydroréglable qui détecte le taux d'humidité dans les pièces. Parce qu'en fait, pour comprendre le... Est-ce que tout le monde voit ce que c'est le simple flux, double flux sur la VMC? Oui. Ok, on n'est pas sur un oui universel. Je vous explique très rapidement les différences. VMC simple flux, ça aspire l'air de l'intérieur et ça le recrache à l'extérieur. C'est la seule chose que ça fait. Simple flux hydroréglable, pardon, ça aspire plus fort quand il y a pas mal d'humidité. Par exemple, tu viens de prendre ta douche, ça aspire plus fort. Et quand il y en a moins, ça revient à un rythme normal. C'est ça. Et le système de VMC, en fait, il est simple. Le but de la VMC, c'est d'absorber les mauvaises odeurs et l'humidité et de faire circuler l'air dans les différentes pièces. Donc, comment ça se passe? Je vous dessine le trajet de l'air. Ça part des chambres. Ça part toujours des chambres. Dans les salons, vous n'avez pas de grille d'aération normalement sur les menuiseries. Vous savez, les petits trous, là, la petite barrette qu'il y a souvent sur le haut des menuiseries. Il ne doit pas y en avoir normalement dans les pièces d'eau. Il ne doit pas y en avoir dans le salon. Ça doit être que dans les chambres. Parce que quand Mhm. on dort, l'idée, c'est qu'on ait toujours de l'air frais direct qui vienne depuis cette grille de VMC. On est de l'air neuf et qui n'est pas traversé tout l'appartement avant d'arriver dans la chambre. Donc, directement, l'air, il arrive dans l'appartement depuis ces grilles dans les chambres. Il fait ensuite un circuit dans les parties communes qui n'ont pas de grille de VMC. Donc ça passe par les chambres, ensuite les parties communes, et c'est aspiré dans les pièces d'eau. Il y a toujours les bouches dans les pièces d'eau. WC, ça aspire directement les odeurs, comme ça, ils ne se diffusent pas dans le reste de l'appartement. Parce que si on a une bouche pas dans les WC, eh ben, l'air, il est aspiré sous l'apport du WC, il retourne dans les parties communes pour rejoindre la VMC. Donc ça diffuse les deux odeurs, c'est justement pas ce qu'on veut. Et pareil, dans la salle d'eau et dans la cuisine, on a directement les bouches d'aspiration à ces endroits-là. Donc simple flux, ça suffit et ça fonctionne. C'est relativement économe à l'achat et c'est suffisant par rapport aux réglementations DPE qu'on veut pour les locations. Le double flux, il va rajouter un truc, c'est qu'en plus d'aspirer l'air, il ne va pas le recracher, il va y avoir un système qui va séparer l'humidité et les odeurs de l'air chaud qui est déjà présent.
Et il va y avoir des tuyaux qui vont réinjecter l'air chaud à d'autres endroits dans l'appartement. Ça veut dire qu'il faut plus de tuyaux, il faut créer des bouches et plus de finition au niveau du plaquiste. Et c'est un mécanisme qui est plus lourd, plus cher. Ça peut difficilement se poser, par exemple, dans le faux plafond d'une pièce. Souvent, on va plutôt le poser dans les combles. Donc, ça coûte plus cher et en réalité, le gain d'énergie, avant de s'y retrouver par rapport au prix, va falloir attendre un bon 5-10 ans, quoi. Et donc, aujourd'hui, avec l'amortissement, etc., ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc, location, Greg, simple flux. Et si tu veux optimiser, simple flux, hygroréglable. Merci. Voilà, là vous avez eu un exposé complet sur la VMC. Maintenant, vous êtes des professionnels de la VMC. Hein. Justement, au degré d'humilité. C'est vrai que nous, ça fonctionne pas. Alors, j'enchaîne avec la question de Kylian. C'est terminé, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être sur la VMC? Il voyait Baptiste. Baptiste. Hop, je me permets de couper les micros. Je continue avec les questions de Kylian. La question de Kylian. Ma question pour ce soir concerne la recherche de biens. C'est un thème que nous avons déjà abordé pendant le coaching individuel, mais autant en remettre une couche puisque c'est à ce stade que mon projet patine. J'ai prévu de refaire 3 demi-journées commando cette semaine, plus 2 visites programmées. Super, 3 demi-journées en une semaine, c'est balèze. Comment mettre toutes les chances de mon côté pour décrocher des visites intéressantes, mindset, astuces, visiter plus petit, pardon, et le budget travaux dans le calculateur explose tout le temps. Alors, Ouais, nous aussi, ça fait ça. ok, pour qui ça fait ça aussi? Ouais, moi, Viviane. Viviane, ok. C'est vrai, budget travaux, ça dépasse tout. Le cash flow, il est misérable. 50 euros, c'est pas assez. Ah non, je te confirme, c'est pas assez. Ah bah voilà. Ton calculateur de cash flow, tu prends en compte aussi les grosses négociations que tu peux faire? Bah déjà, je vois des appartements, ils sont affichés à 89 000. 89 000 en comptant une taxe foncière à 1100 et puis charge de copropriété à pareil dans les 1000 euros, avec des travaux où ça va dans les 50 000 euros, bah, c'est pas bon. Ok, intéressant. Sur ton projet, c'est une colocation 3 chambres, 4 Trois chambres? chambres. Trois. 3 chambres. Et c'est quoi la surface que tu recherches, Viviane? Là, c'était dans les 70 mètres carrés à peu près. Ok. Qui c'est qui se rappelle les surfaces idéales pour un 4 chambres, un 3 chambres, pardon, en colocation? Ouais, oui, mais après, il faut voir le nombre de fenêtres pour pouvoir mettre les pièces aussi. Pour mettre une pièce Ouais. supplémentaire. S'il n'y a, Ouais. s'il y a pas de fenêtre, c'est pas possible. S'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas possible, effectivement. C'est pas possible, par exemple, quand il n'y a pas de double fenêtre dans le salon. Effectivement, à ce moment-là, c'est compliqué de découper une chambre dans le salon. Mm. Les réflexions que tu peux avoir, Viviane, c'est souvent le fait de déplacer la cuisine. Donc, toi, en termes de surface, ce que tu dois viser, c'est des biens entre 65 et 73 mètres carrés. Si tu as des mètres carrés en plus que ça, Pour un T3. pardon, Non, pour un T4. pour un T4 après travaux, pas pour D'accord. un T4 à la visite. Oui, oui, après travaux. Je suis d'accord. Après travaux, tout à fait. Ouais. Parce que chaque mètre carré, effectivement, que tu achètes en plus, dans un secteur et une fois rénové, il va te coûter à peu près 2 000 euros en plus. Mm. Si tu as 4, 5, 6 mètres carrés en plus, ça te coûte 8, 10, 12 000 euros en plus. Et donc, effectivement, tu perds ton cash flow. Ça, c'est le premier point. Sur la colocation, ce que tu regardes, c'est tout. En fait, il faut toujours essayer de minimiser le déplacement des cloisons, par exemple. Parce que dès que tu dois faire de la démolition et réagencer les cloisons, c'est pas Ah ouais, forcément ça très coûte plus performant. cher. Un truc qui coûte pas cher, par exemple, c'est quand tu as un T3 avec une cuisine séparée qui fait 9 mètres carrés, c'est de virer la cuisine et de la passer dans le salon. Et là, on n'est pas du tout dans le cas d'une rénovation partielle, on est peut-être plutôt dans un rafraîchissement, plus un petit forfait cuisine. Ah ouais, on peut déplacer la cuisine comme ça sans que ça coûte très cher. Ouais, alors il faut toujours être attentif sur où sont les points d'eau et toutes ces choses qu'on a déjà vues en coaching. Tu vois, ça c'est important. Regardez où sont les points d'eau parce que tu ne peux pas faire traverser la cuisine à ton couloir.
si dans un côté de l'appartement, tu n'as que des chambres et de l'autre côté, tu as les points d'eau. Tu ne Ouais. peux pas forcément faire traverser les points d'eau de ton appartement ou un couloir. Mm. Mais donc, c'est là que tu vas gagner. C'est là que tu vas pouvoir gagner dans ces détails-là, en fait. Ta capacité à poser le plan comme ça et à dire, OK, comment je réagence. Mais n'hésite pas à nous partager dans le groupe Partage Visite tes projets, parce que ça, c'est ma spécialité de réagencer les appartements. Ok. OK? T'hésites Ouais, pas. parce que j'en ai vu 2 sur Sorgue à des prix qui sont intéressants, mais ouais, quand j'ai fait le calculateur, je me suis dit, c'est incroyable. J'arriverai jamais à trouver quelque chose. Alors j'avoue que je suis un petit peu désespérée. OK. Alors, pour tous ceux et celles à qui ça arrive, et on a l'habitude à chaque accompagnement, c'est toujours ces mêmes 3 réflexions que vous devez avoir. Je l'ai peut-être déjà dit dans un précédent coaching. Numéro 1, est-ce que j'en tire le max de loyer que je peux? Donc, sous-entendu, peut-être dans le cas de la colocation, est-ce que vraiment il est agencé de façon à ce qu'il y ait suffisamment de chambres? Peut-être que si tu as un projet qui fait 80 mètres carrés que tu as visité et que tu l'as imaginé en T4, peut-être qu'il fallait l'imaginer en T5 avec 4 chambres, tu vois. Mhm. C'est ce genre d'idée qu'il faut avoir. Est-ce qu'en termes de travaux, je suis dans l'optimum? Tu vois, ce que je viens de te donner là pour la cuisine, c'est un optimum en termes de travaux, alors qu'on pourrait dire, allez, on va péter cet endroit, péter cet endroit, recréer une salle de bain et recréer une chambre à tel endroit. Et là, on est sur une réno partielle et pas un rafraîchissement, plus un petit budget cuisine, tu vois. Ouais. Et le dernier, c'est la négo. Ouais, je vous garantis que 95% des projets que vous voyez passer, effectivement, ne sont pas rentables. Et c'est dans la négo que vous pouvez arriver à faire la différence. Regardez le projet de Thibaut. Le projet de Thibaut, il négocie, je crois que tu étais à 175, il le négocie à 117, quelque chose comme ça en termes de chiffres. Si je dis pas trop de bêtises, mais Mais de cette échelle-là. franchement, je trouve que c'est plus facile de trouver un immeuble de rapport et de négocier des immeubles de rapport que des appartements avec des colocations. Je trouve que c'est Écoute, plus compliqué avec des colocs. c'est une façon de le voir. Maintenant, si tu te bâtis cette croyance, il va t'arriver plus de situations qui ressemblent à ça, Viviane. Et c'est Ah dommage. bon? Parce que en étant toujours au bon endroit, au bon moment, dans le off-market, la négociation, elle reste toujours possible. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se penser peut-être sur des projets sur lesquels il y a plus de travaux qui font un peu peur, qui sont parfois un peu plus biscornus, et ça te permet d'aller vers d'autres opportunités. Moi, je pense que c'est déjà ça les axes à explorer. Et puis surtout, partage-nous les plans de tes appartes, parce qu'il y a peut-être des optimisations à faire en termes de travaux, et ça, c'est notre job. Ok, Top. Du d'accord. coup, je termine de répondre à la question de Kylian. Peut-être que j'y ai déjà répondu en partie sur la réponse que je t'ai fait. Comment mettre toutes les chances de ton côté? Le mindset à avoir, Kylian, si tu regardes ce replay, c'est que si on te ferme la porte, passe par la fenêtre. Et si c'est pas la fenêtre, c'est la porte du garage. Et sinon, c'est la cheminée. Et sinon, tu vas détuiler le toit, tu passes par les combles. Il faut avoir ce mindset quand tu es en visite. Et je vous donne un exemple. Quand moi, je vais faire des visites, déjà, vous me reconnaissez difficilement. Vous auriez l'impression que je viens de prendre 3 règles de coque juste avant de faire mes visites. Je suis comme un fou quand je fais des visites. Mais surtout, je suis dans un niveau de conquête, c'est vraiment ça le mot que je mets dessus, assez élevé. C'est-à-dire que je vais tomber face à un immeuble qui a les volets fermés. Je vais aller toquer chez les 4 voisins pour essayer de choper le contact du propriétaire qui possède cet immeuble. Parce que, vu de l'extérieur, comme j'ai l'habitude, j'arrive à décerner si oui ou non il fait 150 mètres carrés, s'il en fait 250, s'il en fait 400. D'un coup, il y a un peu plus d'opportunités. Beaucoup d'entre vous me disent qu'il n'y a pas d'opportunités en ce moment. Mais combien il y a de volets fermés Combien il y a d'immeubles avec les volets fermés dans les secteurs dans lesquels vous visitez? Je vous garantis qu'il y en a un paquet. C'est toujours le cas. Mais donc parfois, le bien n'est pas en vente, mais on peut réussir à choper le contact du propriétaire et arriver à choper des super infos. Vous Pour pouvez les agents réussir immo. à faire des offres. Ça fonctionne. Ça, je l'ai fait plein de fois. Passez par la fenêtre. Passez par la fenêtre quand vous faites des visites. Si les agents IMO ne vous donnent pas ce que vous voulez, bien sûr, on continue le process. Je ne vais pas vous le répéter. On continue de passer la porte des agences. On continue d'aller boire un café avec les agents IMO, les nouveaux qu'on rencontre. On continue à créer du lien.
Les relances qu'on fait, eh ben, si possible, on les fait en présentiel. Quand on organise une journée commando, ben, on va toquer à la porte des agences. On continue de passer ce cap-là. Ça, c'est important parce que c'est là-dessus que vous créez votre champ. Et le budget travaux qui explose tout le temps, je te dirais que tu peux visiter des projets qui parfois sortent un peu du budget, mais l'idée, c'est d'essayer de rester quand même dans le cadre qu'on t'a donné. Si à chaque fois ça explose, c'est peut-être que tu n'es peut-être pas assez dans l'optimisation, tu vois, sur les 3 règles que j'ai données à Viviane juste avant, tu vois, et notamment l'optimisation travaux. Parfois, on a l'impression que c'est réno partiel, réno total, et qu'il faut réagencer, créer des appartes. Parfois, il faut juste en relier 2 pour faire un duplex et ça coûte moins. Parfois, voilà, c'est ce type d'optimisation. Donc, partage-nous, Kylian, les plans des biens que tu visites. Moi, je n'ai pas vu assez de plans passer des visites que tu fais. On en a déjà discuté en lundi. Balance-nous des plans parce qu'on n'en voit pas assez, tu vois. Et donc, si aujourd'hui, à chaque fois, le budget explose, ben, peut-être c'est qu'il y a un autre problème dans la projection qu'on va pouvoir corriger si tu nous partages à chaque fois les visites. Ok. Top. Clémence, avec Cyril, nous étudions un projet de duplex. On cherche à créer une surface supplémentaire. On se demande, au niveau du tarif, de quel type de réno il s'agit. Alors, Clémence, sur le duplex que tu crées, je suppose que c'est un appartement avec une haute hauteur sous plafond. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une grosse hauteur et du coup, on se disait bah, pourquoi pas avancer le sol en fait pour créer un espace supplémentaire. Mais on ne savait pas trop autour de la réno Ok. partielle, la réno totale, un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait le même tarif selon ce que tu vas mettre dessus. Ok. Si tu mets une pièce d'eau, tu vois, une salle de bain ou un WC, c'est pas tout à fait le même tarif que si tu crées juste une plateforme en bois. On s'en fout que ce soit isolé par au-dessus, par en dessous. Si tu crées juste une plateforme en bois qui appartient à un seul et même appartement, donc poutre en bois et parquet en pin qui est visible depuis en dessous, parquet en pin, ça fait joli depuis en dessous, et depuis dessus, c'est déjà fini. Bah ça coûte pas cher du tout si c'est pour mettre une chambre, si c'est pour mettre une pièce de vie. À ce moment-là, création, tu vas compter sur de la création comme ça sur la création, tu vas être aux alentours de 700 € le mètre carré. Ok. Parce que ça te coûtera pas beaucoup plus cher. Ok. Et du coup, si on veut partir par exemple sur une salle de bain, là, on tape sur du plus cher du coup. Ouais, ça Ouais, un peu plus cher, tu mets 900. Ok, ça marche. Tu mets plutôt 900 et ensuite, bien sûr, tu vois, c'est en rapport avec la surface. Si tu crées 20 mètres carrés, ce que je t'ai dit, c'est bon. Si tu crées entre 20 et 50 mètres carrés, ce que je t'ai dit, c'est bon. Si tu crées 5 mètres carrés, 10 mètres carrés, peut-être que en proportion, tu vois, tu augmentes un peu les tarifs. Parce que tu as toujours le déplacement du charpentier Ouais. qui te crée le truc, mais pour une surface plus petite. Ouais, ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Top. Et c'est pour un projet de coloc, du coup, vous avez trouvé un appart avec possibilité de faire un étage. Bah, du coup, on va visiter, ouais, on aimerait visiter là, un duplex. On avait fait une visite, c'était quand? C'était la semaine dernière, et sur un bien sur lequel on s'est arraché les cheveux et qu'on a envoyé à Arthur, et on ne peut pas optimiser le bien pour notre coloc, donc on continue Ok, de toute façon les visites ça arrive des fois. chercher. Ok, ok, ok. Ce duplex, ouais, il est vachement intéressant. Il est vieux, très vieux, Ouais, mais la moquette, tout ça, du coup, quoi. je me dis que vraiment, il y a de quoi négocier, il y a de la place, quoi. Mais Par ça, rapport à c'est ce qu'on a vu. intéressant parce que les trucs très vieux, visuellement, ça fait peur. Mais une fois que tu as Ouais, détapissé et arraché le sol, de toute façon, t'en reposant, de toute façon, tu refais les murs, tu rattrapes les murs et tu repeins, tu vois. Donc, c'est mm, top. Tu vois, Viviane, si tu arrives à trouver des appartements bien pourris, bah, tu vois, tu arriveras peut-être à trouver des meilleurs rendements si tu précises aux agents IMO que tu cherches des trucs, même avec de la tapisserie de grand-mère, tu t'en fous, tu vois. Moi, j'ai acheté des appartements dans lesquels il y avait 5 couches de tapisserie posées les waouh. unes sur les autres. Il y avait la tapisserie, tu sais, avec les plats de fruits, là, comme il y avait dans les cuisines de nos grands-mères. Je ne sais pas si vous aviez ça, là. Ah ouais, Tapisserie je un peu vois. couleur bleue ou orange avec des plats de fruits comme ça, des fruits qui sont. Et quand tu détapissais, ensuite, tu avais
avais de la tapisserie avec des voitures Citroën, des voitures Renault. Et là, tu t'amuses quand tu dois tapisser toi-même. Ok, alors, question de Dimitri. Dimitri, pour la journée commando artisan, est-il possible de mutualiser plusieurs rendez-vous en même temps? Ouais, alors je te conseille plutôt, dans la mesure du possible, de les enchaîner toutes les 45 minutes. Ok. C'est ce que je te recommande. Avec l'expérience, moi, je les enchaîne même toutes les 30 minutes parce que j'ai déjà défini exactement, en fait, j'ai déjà les réponses aux questions qu'ils pourraient me poser par anticipation. Fais-les passer toutes les 45 minutes, tu leur poses des questions, tu leur demandes bien comment ils feraient. Et ensuite, dans le cas où tu as locataire, donc j'ai une locataire en place et l'agence me demande de rassembler le plus possible d'artisans pour pas trop les déranger. Donc le conseil pour ça se passe bien, euh, c'est un peu particulier là. Dans ce cas de figure, peut-être une entreprise tout corps d'État, t'hésites pas à en faire passer une, tu vois, ça te permettra d'avoir un chiffrage pour le bien. Et, ben à ce moment-là, fais-le d'une autre façon, Dimitri. Tu vas faire venir tous les artisans pendant une session de 1h30. Tu leur demandes tous de venir. Ok. Et toi, tu viens 1 ou 2 heures avant et tu anticipes un peu toutes les questions qu'ils pourraient avoir sur les cloisons, sur les trucs comme ça. Si tu arrives avec les plans directement sur place, c'est possible de faire venir tous les artisans en une seule fois. Parce que Ok. voilà, tu les fais venir tous dans la pièce. Voici le plan, voici à quoi ça ressemble. Et dans un deuxième temps, tu feras passer les doublons. Tu vois, peut-être les Ah oui. artisans que au téléphone, tu as un peu moins bien senti, mais il te faut 3 devis pour la plomberie, tu vois. Tu les passer dans un deuxième temps. Et les principaux, tu les fais venir ensemble. Notamment les artisans qui ont l'habitude de bosser ensemble, tu vois. Si tu as Ok. des artisans qui, tu vois, si tu bosses avec un élec, souvent il connaît un plaquiste, qui connaît un plombier, qui connaît un carreleur, et ils ont déjà fait des chantiers ensemble. Eux, fais-les passer ensemble. Ok. Comme ça, ce sera efficace. Et si tu as l'obligation de le faire passer en même temps pour ta locataire, ce sera le plus simple et ça fonctionnera relativement bien. Merci. Je t'en prie. Moi, j'ai juste une question. Je t'en prie, Gédéon. Alors, faudrait nécessairement fournir le plan aux artisans lorsqu'ils passeront lors de la journée commando parce que moi, j'ai pas un plan détaillé au fait de mon immeuble. Alors, est-ce que c'est une obligation? Non, mais ça te fait gagner 1 à 2 semaines de timing. Et vu que c'est plus simple pour eux, souvent, ils sont un peu moins salés dans les devis parce qu'ils auront l'impression que c'est un chantier un peu plus simple, tu vois, qui est un peu plus organisé, donc ce sera un peu plus fluide de leur côté. Donc pour ça, le Gédéon, c'est hyper simple. Tu as les croquis qui sont normalement dans le diagnostic. Si tu les as pas, fais-toi une session d'1 heure où tu vas sur ton immeuble et tu t'imprimes les croquis. Tu t'imprimes les croquis ou bien sur une feuille, tu dessines des rectangles qui correspondent à des appartements avec toutes les cloisons que tu mets à peu près à la main et tu prends les dimensions de tous les murs. Et même quand tu as un poteau, tu prends les dimensions des poteaux, tu prends les dimensions des recoins, des petits avancés de murs, etc. Et une fois que tu as fait ça, tu vas sur Cozy Casa et tu reposes les plans à plat. Les plans avant et les plans après. Dans ce que tu as en tête en termes de découpe, que tu as déjà pu voir en partie avec Arthur et moi, tu vas pouvoir du coup arriver avec un projet fini et le gars, quand il se déplace, ben, tu peux lui fournir un exemplaire de plan directement si tu les as imprimés, comme ça il rentre avec ou tu lui envoies par mail. Et comme ça, il aura les éléments. C'est vachement plus simple pour lui de se projeter. Ah oui, là, dans cette pièce, j'avais oublié, tu vas en faire une chambre. Ou là, dans cette pièce, je sais que tu vas en faire une cuisine. Donc, je sais qu'il faut obligatoirement qu'il y ait au moins 3 prises ou 5 prises en fonction de la pièce. Tu vois, il y a des réglementations comme ça. Donc, le fait que tu les aies, c'est bien mieux. Et ça se fait assez rapidement, hein, tu vois, en 1 ou 2 soirées sur Cozy Casa, je sais que tu es à l'aise avec l'ordi, tu vas pouvoir te sortir les plans précis si tu les as pas déjà. D'accord, merci. Je t'en prie. Aurélien, une question en jeu sur l'enjeu de la question. Acquérir un bien très chouette, projet 1,
est déjà rentable en l'état DPEG, contenant 6 appartements déjà occupés. En revanche, est malheureusement trop haut côté budget pour nous, a priori. Et à la banque, côté capacité d'emprunt en question, quel est le plus exhaustivement possible? OK. Les possibilités et les inconvénients risquent de faire passer les devis travaux d'un gros projet 1 sur un projet 2, proche dans le temps côté acquisition, c'est-à-dire en moins d'1 an. Si je comprends bien ta question, Aurélie, c'est on a un projet qui est trop gros à financer et on veut séparer le budget travaux en l'incluant dans le projet numéro 2 que tu ferais. C'est ça? OK. Techniquement, c'est possible, mais risqué. C'est possible à la condition qu'il n'y ait pas des doublettes trop visibles. Genre, tu as un immeuble qui fait. Ton premier immeuble, il fait 200 mètres carrés, le deuxième, il fait 200 mètres carrés. Si tu as des devis pour rénover ton deuxième immeuble du sol de 100 mètres carrés et que tu inclus les devis du sol du deuxième, bah, il y a 300 mètres carrés à rénover. Le banquier va dire il y a un problème là. Donc, effectivement, quand tu commences à tomber dans ce genre de schéma, c'est un peu compliqué. Et surtout, le projet numéro 2 à financer, s'il y a autant de travaux que tu dois inclure dans le deuxième, il est possible qu'avec la pondération du banquier, donc la pondération du banquier, c'est qu'il prend le loyer et il garde seulement 70%. Et il faut qu'en gros, le loyer soit supérieur, il faut qu'en gros, le crédit soit au moins égal ou supérieur à ces 70%. Il y a quand même pas mal de chances que tu ne tombes pas dans ce cas de figure. Et donc, un peu compliqué pour lui de te financer, quoi, sur le deuxième projet. Donc, je serais un peu vigilant par rapport à ça. Je dirais plutôt que tu peux essayer de négocier avec les locataires qui quittent l'appartement pour le rénover. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. C'est au cas par cas. Tu leur expliques que voilà, tu as besoin de rénover l'appartement maintenant, tu ne pourras pas le faire après. Et que voilà, soit ils quittent le bien et il peut le réintégrer une fois que tu as fait les travaux, soit tu essaies de trouver un autre arrangement. Par exemple, tu lui offres les 3 derniers mois de loyer s'il quitte le bien pour que tu puisses faire les travaux. Voilà, il y a quelques astuces comme ça que tu peux mettre en place qui te permettent de sortir un locataire, mais c'est toujours à son bon vouloir et tu n'as aucune garantie que ce sera le cas. Un peu délicat. Autre point intéressant, si tu as un projet qui est un peu hors budget, qui est déjà loué, et ça, je vous invite tous à l'avoir en tête pour ceux qui sont sur les immeubles de rapport, c'est de demander les baux à l'agent immobilier. Parce que souvent, les locataires sont en place depuis 5, 10, 15 ans et les loyers sont décorrélés des prix du marché. Alors attention, les prix du marché ne sont pas les prix des fausses annonces, mais plutôt les prix indexés sur l'indice des loyers. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, je suis désolé, j'ai un trou. Il y a un indice indexé sur l'inflation qui vous permet, en tant que propriétaire, si vous avez dans le bail une clause comme quoi le prix est indexé sur cet indice, vous pouvez chaque année ou chaque quelques années réaugmenter le loyer. Et donc ça, des fois, c'est une possibilité. Quand vous avez des locataires qui sont là depuis 10 ans, le loyer pour un T4, il est de 400 €, bah, sûrement, basé sur l'index, vous pouvez, en achetant le bien, remonter à 500, 600, parfois 650 € le loyer. C'est possible. Parfois, ça permet de faire passer un projet en carrément rentable. Et souvent, les propriétaires oublient de réaugmenter les loyers. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, voilà, ça peut rentrer en jeu pour rentabiliser le projet. C'est autant que ça. Parce que nous, on a une location et effectivement, on a la clause avec l'IRL, l'indice de référence des loyers, mais on peut monter que de 25 € par an. Combien? 25 €, c'est un pourcentage. Ouais, mais c'est pas le même partout. C'est pas le même partout. Ouais. Donc effectivement, ça peut changer. Oui, d'accord. Ok. Ça marche. Mais bon, si le gars il est là depuis 10 ans et que c'est 25 € par an, des fois les indices, c'est pas par appartement, hein, c'est plutôt par rapport à la surface des biens d'ailleurs. Donc ça dépend, c'est pas les mêmes partout. Et donc si c'est 25 € par an et qu'il est là depuis 10 ans, ben, ça fait quand même une différence, hein, tu vois, en termes de loyer, ça multiplié par le nombre d'appartes, c'est quand même pas mal.
Bon, après, juste pour finir sur cette question, Ouais. l'idée, si déjà loué, déjà rentable, on fait juste pas de travaux, on fait déjà du cash flow, c'est quand même pas mal, non? Dans l'idée, même si c'est pas le but de la formation. C'est pas mal. C'est pas mal. On te vend le business. Ouais, Donc, le point de vigilance, c'est plus-value. ouais, Que tu achètes bien. Il faut vraiment que d'accord. tu achètes bien parce que derrière, tu sais que tu devras réinvestir à un moment donné des travaux, à moins que les biens soient vraiment nickel et qu'il n'y ait rien à prévoir dans les 5-10 prochaines années. Ouais, c'est C'est sûr. classe. Tu achètes bien, quoi. Ok, Vraiment, t'achètes bien. Donc, ça sur marche. ce genre de cas de figure, j'ai déjà des clients qui ont acheté des biens qui étaient entièrement rénovés à un gars qui avait un magasin et qui était en train de faire faillite, qui avait besoin de liquidité, tu vois. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, ça paraît bizarre, cette vente d'immeuble, elle paraît étonnante parce que ça a l'air quand même rentable. Donc, on comprend pas pourquoi ils vendent, donc il doit y avoir un truc. Ouais, mais après, c'est des investisseurs qui parfois ont besoin de récupérer de la C'est liquidité, ça, probablement. Ouais. de faire tourner, ou bien qui ont déjà pas mal amorti les travaux et qui commencent à payer un peu des impôts, boum, c'est temps de revendre pour refaire un projet, pour refaire des travaux, pour à nouveau avoir des choses à déduire. Et ça, idéalement, enfin, logiquement, c'est plus facile à faire financer par la banque, j'imagine, quand tu as déjà tout le monde en place et déjà les loyers qui tombent, quoi. Ouais, effectivement, parce que le banquier, au lieu de prendre souvent, tu as des banques qui vont pondérer deux fois. Ils vont prendre 90% du loyer parce que ce n'est pas encore un loyer. Et sur ce montant, ils vont prendre 70%. Donc, ils vont enlever les 30% Ok. par rapport aux mensualités bancaires. Et donc, souvent, tu as les banques qui prendront 100% du loyer si tu as déjà les locataires en place. Donc, c'est 10% de loyer en plus. Ça fait une petite différence. Ouais. Ok. Ok. Et juste pour rebondir, Martin, sur ton pourcentage, parce que là, techniquement, il y a pas mal de travaux à faire. Si on pouvait tout refaire, si on pouvait, enfin, si tout le monde pouvait être sorti Ouais. avant ou pendant l'acquisition, peu importe, un bout d'un moment en tout cas. Tu disais qu'il y avait quand même un ratio, du coup, entre le montant des travaux et le montant de l'acquisition. C'est-à-dire, on achète un bien à 100 000, on ne peut pas faire 200 000 euros de travaux. Si, tu peux. Par contre, si tu additionnes les travaux de l'immeuble 1 à Mhm. l'immeuble 2 plus Hum, l'achat plus les travaux, bah, si tu as un projet, si l'immeuble 2 il est à entre 15 et 20% de rendement par an, bah, peut-être que ça passera, tu vois, niveau endettement et que le banquier te suivra. Mais si c'est un projet qui est déjà super rentable entre 10 et 13, si tu additionnes les travaux du projet numéro 1, il est possible que tu pètes le budget et que ce soit juste trop compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, donc on n'a pas de, comment, de garde-fou, entre guillemets, je sais pas comment dire, de précaution en tout cas pour ça, parce qu'admettons, si le projet 2 c'est un petit truc à 80 000, et qu'on dit, bah voilà, il y a 120 000 euros de travaux, c'est pas déconnant. Enfin, après, comme tu dis, ils vont aller regarder sur les surfaces, sur les cuisines, tout ça, non? Non, c'est pas ça. Ouais, mais 80 plus 120 000, tu as un projet à 200 000, petit Hum, projet à 80, est-ce que Mhm. tu vas en tirer 24 000 euros de loyer par an, tu vois? Ouais, hum. c'est sûr. C'est ça, c'est sur le Ok, rendement du deuxième projet, en fait, que ça va pêcher. Mais oui, c'est ça. d'accord, ok, ok. Ok. D'accord, ok, merci. Euh, donc, ouais, c'est pas forcément, je vous recommande pas forcément de pousser trop loin ce type de projet. Balancez une offre, détachez-vous, passez à la suite. Ok. Ok, Ça marche. merci. Je vous en prie. Alors, Thibaut, j'espère que ça roule pour vous, ça va, merci. Existe-t-il un fonctionnement des banques par réseau? Tac, 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 le directeur d'agence n'arrive pas à me proposer un accord. Puis-je alors lui demander vers lequel de ses confrères il peut me rediriger pour aller jusqu'au bout? Si le directeur ne te propose pas d'accord, soit c'est que il fait pas beaucoup de crédit immobilier, donc il est un peu pas trop sûr de lui quand il te parle. Soit c'est que dans le fonctionnement de cette agence bancaire ou de, de ce nom de banque, point de vue départemental, à partir d'un certain budget, ils sont obligés de faire passer le dossier au vote. Ça arrive. Par exemple, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine qui a le pouvoir de délégation sur un budget à 200 000, mais sur le projet que je lui ai proposé à 240, ben, il m'explique que lui, il est chaud de me suivre, mais que de toute façon, ça passera en vote à Bordeaux parce que voilà,
c'est un montage en société, par exemple, et que si j'ai pas une SCI qui a au moins 3 ans, il faut monter ce genre d'infos, par exemple. Il y a certains cas de figure comme ça où ça t'échappe. Souvent, c'est que tu n'es pas face au bon interlocuteur. Alors, est-ce qu'il existe un réseau? Non. Moi, j'en ai pas, en tout cas. J'ai pas un réseau de directeurs d'agence qui vont te suivre sur ton projet. Ce serait trop beau. T'imagines la promesse? Incroyable. On vous aide à trouver un bien, on vous optimise les travaux et on vous obtient un financement. Donc aujourd'hui, non, j'ai pas ça. Par contre, je peux te donner les noms des agences qui vont avoir des conditions sympas en ce moment. Carrément. Crédit Agricole, Ok. Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas. Ils sont bien placés en ce moment et assez ouverts aux investisseurs. C'est les principaux. Les principaux, il y en a plein d'autres qui sont pas mal positionnés, mais ceux-là, c'est ceux qui le sont le mieux là, à l'heure actuelle. Donc, je te recommande d'aller toquer à ces portes. Ok, cool. C'est Une question sur ce sujet d'ailleurs. souvent un peu nul, CIC. Ok. Souvent un peu nul. Et CIC, c'est la même chose que Crédit Mutuel, donc évitez d'aller demander aux deux Ouais. dans des banques en proximité. Je rajouterai un autre truc pour toi, Thibaut, que j'avais prévu de voir la semaine prochaine pendant le coaching de la banque. Vaut mieux être un gros client dans une petite agence qu'un client moyen dans une grande. D'accord. Ce que tu dois comprendre par ça, c'est qu'il faut que tu ailles voir les banques à proximité de ton immeuble. Ok. Là où tu seras un plus gros client que les personnes qui gagnent leur vie dans ce bled qui coûte 1500 € le mètre carré, tu as plus de pouvoir d'achat, toi qui es lyonnais, que d'autres personnes qui sont sur place. Donc tu dois D'accord. jouer avec ça. Et en plus, le banquier aura l'impression que tu es en train d'investir chez lui. Donc c'est assez Ouais, intéressant. ouais, ok. Donc de Bon. cette façon-là, et ce qui va mettre en plus les chances de ton côté, c'est que tu vas directement aller passer la porte des agences bancaires pour aller prendre rendez-vous. Et tu demandes à prendre rendez-vous avec le directeur bancaire. Ok. Et ça fonctionne pas mal. Même Oui. poussage de porte que chez les agents, quoi. Ouais. Ouais. Ça fonctionne aussi par téléphone, mais le discours est un petit peu différent. L'idée pour pouvoir prendre rendez-vous avec les directeurs d'agence par téléphone, tu appelles l'agence, tu tombes souvent sur une personne de l'accueil qui va essayer de te pousser vers un conseiller. T'expliques que tu as un projet un petit peu particulier. C'est un peu un projet, il y a du commercial, il y a de l'habitable, ce serait un projet en société et en plus de ça, il y aurait peut-être une partie en résidence principale. C'est un Ouais. projet un peu compliqué. Toi, tu parles du projet un peu compliqué. Et j'aimerais, si possible, m'entretenir directement avec le directeur d'agence. Ok, mais alors peut-être Ouais, passer dans j'arrive. un premier temps peut-être passer dans un premier temps avec un conseiller et puis ensuite on pourra vous proposer de prendre un rendez-vous avec le directeur. Ouais, mais le truc c'est que on va perdre du temps. Passez-moi directement le directeur. Juste restez ferme comme ça. Généralement, il te le propose une fois, deux fois et la troisième fois au téléphone qu'ils sont encore en train de te le proposer, ils te prennent rendez-vous avec le directeur. Ça fonctionne. Je sais Ok. pas si tu as capté ce que je voulais dire. Si, carrément, ouais, ouais. C'est juste insister une, deux, trois fois avant de basculer du coup sur un conseiller. Ça te permet de prendre rendez-vous avec le directeur. Lui faire comprendre gentiment que ça peut échapper à ses compétences à lui. Du coup, il faut que je m'adresse à la personne Ouais, qui, elle, saura directement me répondre. Ouais. ouais, tout à fait. Bon, ça, par rapport à ça, il va falloir que je trouve les dispos. Je vais m'organiser, mais c'est clair, ouais, j'ai Ouais, besoin. après, l'avantage, c'est qu'elles sont ouvertes le samedi matin, les banques. Ouais, ça marche. Oui, donc en fait, pour reprendre la question, c'était simplement savoir si, de la même manière, si, ok, moi je suis directeur d'agence, je peux pas répondre à ton besoin. Par contre, je peux te conseiller peut-être un de mes confrères qui, lui, le saurait. Est-ce qu'ils font de l'apport d'affaires entre eux? Comment ça marche? Ou est-ce qu'ils sont concurrents même entre franchisés, tu vois? Alors, au sein d'une même banque, genre Ouais, Crédit Agricole, ils vont pas te dire allez voir l'autre là-bas parce que l'autre là-bas, elle acceptera. Tu vois, s'ils sont à proximité, ils se font pas de l'autoconcurrence entre eux, tu vois. ok. Et il n'y a pas une agence bancaire qui sera mal placée et l'autre bien. C'est juste peut-être que dans une banque, tu auras un mauvais interlocuteur qui n'est pas Ouais, trop apte sur le crédit. Tu ouais. peux aller voir la banque numéro 2 et à ce moment-là, c'est OK de dire bah ouais, je suis déjà allé voir l'agence là-bas, mais ils étaient pas trop calés en crédit. J'ai l'impression qu'ils font pas trop de financement SCI, tu vois. Et à ce moment-là, c'est justifiable.
Mais tu as difficilement une banque qui va t'orienter vers l'autre, quoi. Je l'ai D'accord. pas vu en tout cas aujourd'hui. Ok. Peut-être que tu me feras mentir. J'oserais pas. Merci. Je t'en prie. Viviane, est-il possible d'acheter maintenant un bien moins avec un locataire qui va quitter le logement dans 5 mois? Un bien avec un locataire qui va quitter le logement dans 5 mois, oui. À ce moment-là, si c'est dans 5 mois, je te conseille d'attendre 5 mois avant de devenir propriétaire. Alors, soit tu as un document. J'entends plus, j'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Ok. Je ne sais pas si tu nous entends, Viviane, mais j'ai l'impression que tu as un petit problème de connexion de ton côté. Je te réponds et tu pourras regarder le replay si tu veux pour la réponse. Donc, pour le bien déjà loué, s'il s'agit de 5 mois. Ah, tu nous réentends, Ah, parce que j'avais plus de connexion, j'entendais plus rien du tout. Ouais. Donc, je te disais, Viviane, pour un bien avec un locataire qui part dans 5 mois, ben, je te dirais, fais une vente longue. Fais en sorte que le bien soit vendu libre de tout locataire. Tu le mets en clause suspensive. Ok. Et si jamais les vendeurs ne sont pas OK avec ça, tu dis OK, mais par contre, je veux un document notarié qui approuve que le locataire sera bien sorti, tu vois. Un truc béton et pas juste un document que le propriétaire a fait pour faire sortir le locataire. D'accord. Plus solide. Que ça passe par le notaire. Ok. Ouais, que tu ne te retrouves pas propriétaire d'un bien avec le locataire finalement qui ne peut pas partir. Important. Et donc, ce n'est pas rédhibitoire. Et justement, ça peut être intéressant parce que tu es en train d'acheter un problème moyen terme, tu vois. Si tu veux, le fait que le locataire part dans 5 mois, il y a des investisseurs qui sont très pressés et qui vont passer leur tour. Donc, il est possible que le gars, il n'ait pas beaucoup d'offres. Ouais. On peut jouer un peu là-dessus. D'accord. Alors, question de Gédéon. Je dis au revoir, il faut que je m'en aille. Bonne soirée, Viviane. Merci. Alors, hop, j'ai perdu la question. Combien de temps s'écoule entre le déblocage du prêt de la banque et le début des travaux? C'est direct? C'est direct. Dès que tu as les clés, je te conseille 2-3 semaines avant d'avoir les clés de rappeler tous les artisans en leur disant c'est bon, c'est OK. Je peux te signer le devis, par exemple, mais je mets juste une petite clause en dessous sous réserve d'obtention des clés du projet ou sous réserve de finaliser la signature chez le notaire. Tu peux signer déjà les devis à ce moment-là, ça leur permet de se bloquer des vrais créneaux dans leurs agendas. Et en fait, dès que tu as les clés, tu démarres. Tu démarres déjà la démolition. Si tu l'as fait toi, c'est cool. Si tu l'as fait faire par les artisans, souvent c'est les maçons qui vont le faire, ça fonctionne aussi. Moi, je te dis, dès que possible. Et souvent, les artisans te demanderont un acompte. À ce moment-là, tu leur demandes les factures un peu avant d'avoir les clés et factures que tu envoies au banquier. Et sur les factures, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois sur le coaching travaux, qui est marqué bon pour déblocage des fonds, déblocage par virement, nom, prénom, date, signature, et normalement, tu as à peu près tous les éléments. Et à ce moment-là, le banquier peut te débloquer. Dès que tu as les clés, il peut te débloquer déjà une première partie. Est-il conseillé, alors serait-il possible de continuer avec lui? Alors attends, pardon, mon artisan n'est disponible qu'en 2025, mais je dois commencer les travaux au plus tôt, idéalement cette année. Serait-il possible de continuer avec lui malgré cette situation? Ça dépend quel corps de métier. Si c'est peut-être un peintre ou un plaquiste, comme il passe peut-être pas en tout premier, c'est OK. Maintenant, si c'est par exemple un plombier, un électricien, ça dépend quel est l'artisan. Maintenant, si c'est un artisan tout corps d'état, là, c'est un peu embêtant, tu vois. C'est un peu embêtant. Alors, il y a peut-être d'autres artisans qui sont plus aptes à démarrer plus vite. Et bien souvent, je te recommanderais de bosser avec un artisan par corps de métier plutôt qu'un artisan tout corps d'état. Je préfère un gars qui est bon dans son domaine plutôt qu'un gars qui est moyen dans plusieurs. Donc, ça règle déjà une partie du problème. Est-il plutôt conseillé de confier les travaux à des artisans spécialisés? Moi, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu du coup. Oui. Ok. Ça répond à ta question, Gédéon?
Oui, ça répond. Et du coup, moi, je vais signer bientôt mon compromis et Comment ça? j'aimerais bien faire passer les artisans. Donc là, je peux demander la clé au propriétaire bien avant pour avoir Ouais. ça. Quand est-ce que tu as eu ton offre acceptée, Gédéon? Ah, ça fait une semaine là, ou 2 semaines, hein. Ok. Et je crois pas avoir vu passer de message dans le groupe. Ah, j'ai pas encore. Allez, tu as le droit à ta standing ovation. Bravo, Gédéon, pour l'offre acceptée. Oui, oui. C'était Ça me fait à plaisir. 180 à 179 000, donc j'ai pu négocier jusqu'à 150 000. Donc, Ah ouais, 179, 150. En plus, super projet que tu as trouvé, on a vu avec Arthur. Bah, oui, je te le dis de vive voix, félicitations. merci. C'est top. C'est top, c'est top. Alors, j'aimerais que tu nous expliques davantage la SCI à l'IS, impôt, impact sur la plus-value en cas de revente, etc. En fait, c'est très simple, ça se passe à deux. C'est une fiscalité à deux échelles. On va prendre des chiffres ronds. Je touche 20 000 euros de loyer, Camille. 20 000 euros de loyer sur mon projet. Et j'ai un projet sur lequel chaque année, je rembourse 10 000 euros de charges, intérêts, charges diverses. OK. J'ai fait 50 000 euros de travaux. Le comptable va amortir les travaux sur 10 ans. Donc, chaque année, il va amortir 5 000 euros de travaux. Donc, j'ai 20 000 euros de rentrée, 10 000 euros de charges qui sortent de mon compte chaque année. 5 000 euros d'amortissement de travaux. L'amortissement de travaux ne sort pas de mon portefeuille. C'est juste une manipulation comptable. Et peut-être 5 000 euros d'amortissement de la valeur du bien. J'ai acheté mon bien 100 000 euros, par exemple, et au bout de 20 ans, comptablement, il a perdu sa valeur parce qu'il va s'user. Et donc, ça, c'est un amortissement qui vient s'inclure. Donc, 5 000 euros de travaux, 5 000 euros d'amortissement. Je suis à l'équilibre comptable. OK. Je ne paye pas d'impôt puisque j'ai autant d'entrées que de sorties plus amortissement. Je suis à zéro. Zéro de bénéfice, donc zéro d'impôt. C'est ça le fonctionnement pendant la location. L'idée, c'est que en SCI à l'IS, tout ce que je vais amortir et déduire en termes de prix sur l'achat et en termes de travaux, donc tu vois, les deux derniers 5 000 euros que je t'ai dit, tu dois, ils vont se rajouter, si tu veux, dans le calcul de la plus-value au moment où tu revends. Comment est calculé l'impôt sur la plus-value à la revente? C'est hyper simple, c'est prix de revente net vendeur, donc à combien tu vas revendre ton immeuble hors frais d'agence, ok? Et c'est le delta entre ça et le prix d'achat plus les travaux et les frais de notaire. Sauf que sur ton projet, tu as déjà déduit les travaux, les frais de notaire. Et donc, en fait, ce sera, si tu n'as plus de travaux et d'amortissement à passer, en fait, ce sera versus le prix d'achat, net acheteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le delta, en fait, il est plus important parce que ce n'est pas le delta entre le prix de revente et le prix d'achat. Ce n'est pas le delta, pardon, comme c'est fait normalement entre le prix de revente et le prix d'achat plus travaux, frais de notaire, qui reste à déduire. Là, c'est un delta plus important. Et là-dessus, tu payes quelque chose comme 50% de plus-value. Donc, c'est assez important. Mais Mais donc, je vais me faire, honnêtement, enfin, je vais me faire taxer pas mal sur la plus-value. tu vas te faire taxer pas mal sur la plus-value, sur un immeuble de rapport en SCI à l'IS, effectivement. Il y a un impôt qui est assez fort sur l'impôt sur la plus-value si tu revends le bien. Mais c'est là l'astuce, c'est que tu as deux façons de revendre un projet en SCI. Numéro 1, tu peux revendre le bien, il y a l'imposition et ensuite tu peux récupérer. Et option numéro 2, tu peux revendre la SCI. Et c'est pour ça qu'on vous recommande de faire une SCI par bien. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'à ce moment-là, je ne revends pas le bien, je revends des parts sociales de société. On en a discuté, Olivier, l'autre jour, tu m'as posé la question par message. Olivier, Mélanie, vous m'avez posé la question. Eh ben, l'idée, c'est que je revends des parts sociales de la SCI. Et comment est calculé à ce moment-là les valeurs des parts sociales? C'est calculé en additionnant deux choses, théoriquement, parce que tout se négocie, bien sûr. C'est calculé sur la trésorerie qu'il y a sur les comptes de la SCI, plus le delta entre la valeur du bien par rapport au prix au mètre carré et la dette restante à rembourser, le montant de crédit qui te reste. Donc, c'est cette différence entre les deux, plus ce que tu as sur les comptes. Et ça, c'est la valeur de revente de ta SCI.
Et ce qui est intéressant quand tu revends des parts de SCI, c'est que d'une part, l'acheteur ne passe pas à la casserole avec les 8% de frais de notaire, mais il payera seulement 2-3% chez le notaire parce qu'il s'agit de cession de biens, cession de parts sociales et non pas cession d'un bien immobilier. Donc, c'est moins lourd. Et en plus de ça, tu as une imposition sur cette plus-value qui est plus légère à titre personnel parce que tu es imposé sur la vente de parts et non pas sur la vente de biens. Donc, ça a pas mal d'avantages finalement de revendre un bien en SCI, d'autant plus que pour l'acheteur, bon, la différence c'est qu'il ne peut pas faire vraiment de crédit sur le montant de rachat de la SCI. Comment je pourrais te dire ça? Tu peux faire un prêt sur 10 ans pour acheter les parts d'une SCI. Tu vois, c'est difficile de faire un prêt sur 20 ans. Par contre, quand il rachète le bien, en fait, il rachète la société qui possède déjà le crédit. Tu vois, il rachète la société, les bilans tels que c'est. Donc, ça a aussi un avantage, tu vois, justement en période où c'est pas évident pour certains investisseurs qui s'y connaissent pas trop d'obtenir le financement. Donc, en fait, tu as plusieurs avantages quand même à pouvoir le faire. Ok. C'est Et un du peu coup, plus clair. ouais, j'ai juste une dernière question par rapport à ça. Du coup, sur les impôts qu'on paye annuellement, du fait qu'il y ait le prêt et les travaux, parce que sur la SCI à l'IS, je suis imposable sur mon bénéfice. Oui, seulement sur le bénéfice. Mais comme tu as Seulement vu, sur- on a amorti les travaux et amorti le prix du bien, ton bénéfice Ouais. comptable, il est à 0. Donc, je peux me dire que pendant les 20 prochaines années, je serai sur un bénéfice à 0. Ouais, compte plutôt 10. Mais ouais, si tu fais, je sais pas, je te donne un exemple. J'ai fait une coloc en SCI, celle que je donne dans la formation. Coloc en SCI, 5 chambres. Ce projet, j'ai fait 70 000 euros de travaux de tête. Je l'ai acheté il y a déjà 4 ans. Et ce projet, je sais que je vais pas payer d'impôts encore pendant les 6 prochaines années. Et c'est un projet, à l'achat, il m'a coûté 100 000 euros. 100 000 euros, 78 000 euros de travaux, plus les frais de notaire. Tu vois, c'est à peu près de cet ordre d'idée-là, tu vois. Donc, ouais, je ne paye pas d'impôts pendant au moins 10 ans et j'ai fait un peu moins de travaux que la valeur du bien. Mais souvent, sur les immeubles de rapport, tu n'es pas trop loin, tu vois, niveau enveloppe travaux. Et du coup, une fois que tout ça, enfin, passé les 10 ans, au niveau des impôts, c'est assez costaud ou pas? Bah, Tu tu sais? commences à payer des impôts, mais tu commences à être en bénéfice aussi. Donc, euh, donc en fait, moi, je suis plutôt partisan. C'est un calcul que tu feras à ce moment-là par rapport à tes besoins financiers, tu vois. Est-ce que tu as Mm. besoin de récupérer du cash? Est-ce que tu as envie de continuer d'amortir ce bien parce que peut-être qu'il y a un nouveau projet dans la ville et qu'il va y avoir une valorisation importante dans les prochaines années? Tu vois, c'est un peu compliqué de tirer des plans sur la comète dans 10 ans. Ouais. Par contre, il est aussi possible que vu que tu vas commencer à payer de l'impôt, ben, il est temps de revendre, d'encaisser ta plus-value, récupérer une partie de la trésorerie et te rediriger vers un nouvel achat, nouveaux travaux, nouvel amortissement et à nouveau, tu ne payes plus pendant longtemps. Et ce que je viens de Ok. dire, c'est valable aussi bien en SCI qu'en nom propre. Ceux qui vont commencer à payer de l'impôt en LMNP parce qu'il ne reste plus assez de choses à déduire, on peut faire le même calcul. Il est temps de revendre, d'encaisser la plus-value, de refaire un projet, de recréer de la charge avec des travaux. Ça fonctionne plutôt bien. Ok, merci Martin. Je t'en prie. Eric, j'ai rendez-vous pour visiter un immeuble qui n'est pas dans une commune compatible avec les critères de l'étude de marché, 3 750 euros le mètre carré, mais qui sur le papier pour l'instant aurait un rendement brut de 9,5% avant négo. Bien joué. Quels sont les risques à partir sur ce type de bilan? Moi, je ne regarderai pas le rendement à ta place, Eric. Je regarderai le cash flow. Parce que tu peux avoir un rendement relativement élevé, mais pas de cash flow. C'est possible. Donc, ça dépend. Faut que ça réponde aussi à tes objectifs, tu vois. Si tu es dans une démarche un peu patrimoniale, c'est possible.
faut que tu sois très vigilant, par contre, dans ton étude de marché sur la valorisation que ce bien peut avoir dans le temps. Et je t'explique pourquoi. Parce que, tu vois, un secteur à 5 000 € le mètre carré, s'il augmente de 20%, il passe à 6 000 € le mètre carré. Et un secteur à 1 500 € le mètre carré, s'il augmente de 20%, il passe à 1 800 € le mètre carré. C'est plus simple pour un secteur de passer de 1 500 à 1 800 que de 5 000 à 6 000. Ça fait une sacrée différence dans le pouvoir d'achat de tout le monde. Donc, en fait, les secteurs qu'on vous prédéfinit dans l'étude de marché sont aussi des secteurs dans lesquels les plus-values latentes peuvent être plus importantes que dans des villes où le prix au mètre carré échappe un peu à ces critères. Ouais. C'est intéressant, tu vois, de focaliser sur les fondamentaux de la ville. Est-ce qu'il y a des grosses entreprises? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, pas mal de promoteurs qui construisent des immeubles neufs qui ont tendance eux aussi à tirer les prix vers le haut? Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, tu vois. C'est pas juste noir ou blanc dans la réponse. Mais effectivement, moi, j'ai pas un objectif de rentabilité à court terme. Ouais. Moi, j'ai 60 balais, donc moi, mon objectif, c'est pour dans 15 ans, là, commencer à toucher vraiment quelque chose vraiment toucher les bénéfices dans une quinzaine d'années en partant sur un crédit sur 15 ans seulement, Ok. pour des raisons d'âge. Alors oui, pourquoi pas, seulement si c'est vraiment plus proche et plus pratique pour toi. Si c'est Oui, pas le cas, si c'est pas le cas, ouais, si c'est pas le cas, reste plutôt sur. C'est ça qui rentre en ligne de compte. Ouais. Et puis, alors en fait, 9,5%, c'est pas exact en utilisant le calculateur de cash flow que vous nous avez fourni et en prenant en compte la taxe foncière. Alors pour l'instant, j'ai peu d'éléments, hein, puisque j'ai pas encore visité, mais Ouais. pour l'instant, on est à 8,9. Ok. Ouais, il y a toujours une petite différence entre le pourcentage que te donne l'agence ou Ouais, le pourcentage que nous on calcule, parce que déjà souvent il ne prend pas en compte les frais de notaire dans son calcul, ouais. il ne prend pas en compte les potentiels travaux qu'il pourrait y avoir. Bref, il y a pas mal de choses qui Mais passent un peu à la trappe, quoi. Mais je vais bien faire attention à rester rentable, ne serait-ce que pour payer les éventuels impôts, même si, Ouais. comme tu me disais avant, il y a moyen de ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Carrément. Et puis, donc ça permettra d'avoir un objectif chiffré de rentabilité et de connaître la cible du prix à atteindre Ouais. pour négocier. Le seul piège dans lequel tu peux tomber, tu vois, enfin, pas le seul piège, mais je te dirais un autre point de vigilance, un piège dans lequel tu pourrais tomber, c'est de chasser justement les opportunités parce que, comme tu ne cherches pas à faire du cash flow, tu peux aller explorer parfois d'autres secteurs qui sortent un peu des critères. Arthur, il a avec toi défini des critères. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de faire une étude de marché par Ouais. rapport aux critères que tu as définis avec lui sur l'étude de Alors, marché. mon étude de marché est toujours en brouillon, hein, c'est aussi pour ça que je ne suis pas complètement arrêté. Là, ça sera ma première visite. Ok. Et puis, comme dit précédemment, faut pas faire d'émotionnel. Enfin, je veux dire, voilà, je me lance là-dedans. Si ça marche pas, ça marche pas. Ce sera une première étape. De toute façon, il y a forcément des trucs où ça foire au début. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, je veux dire, ce sera ma première visite, hein, donc je vise pas tout là-dessus. Bien sûr. Et je te recommande effectivement d'aller la faire, même si c'est peut-être pas le secteur dans lequel on se positionnera finalement. Ça vaut le coup parce que c'est une première expérience et que ça te met dans l'élan, tu vois. Ouais. Et les premières petites victoires tu vois, c'est le fameux cycle de la réussite dont je parle là dans la plateforme e-learning, dans le premier module. C'est les petites réussites qui créent la confiance, qui créent les habitudes, etc., qui vont faire que tu vas réussir plus rapidement ton projet. Donc, je te disais, le seul piège, et donc du coup, on terminera de valider l'étude de marché ensemble. Partage-nous un peu les éléments quand tu as avancé, qu'on puisse les valider. Ouais. Le seul piège, c'est de chasser les opportunités plutôt que de chasser des opportunités dans les secteurs qu'on aura définis. D'accord. Parce que sinon, à chaque nouveau bien, tu vas devoir refaire une étude de marché pour savoir à combien tu loues, quelle est la cible, etc. C'est quoi les perspectives d'évolution. Et en fait, tu passeras trop de temps et justement, tu pourras difficilement enchaîner les visites. Ça marche. Merci. Ok, génial. Ça me fait plaisir de te savoir en visite. IRL, indice de référence des loyers. Ok, je suis un petit peu à la bourre sur ce qui a été marqué. Merci Laetitia. J'avais un petit bug tout à l'heure. Et question de Olivier, et je pense qu'on clôturera le coaching là-dessus par rapport à ce que tu viens d'évoquer sur les SCI à l'IS.
Si on ne fait pas de bénéfice pendant 10 ans, cela veut dire qu'on ne touche pas au cash flow pendant toute cette durée. C'est effectivement le cas. Très bonne précision. Si tu fais un exercice comptable nul à 0, tu ne peux pas sortir de bénéfice de la société. C'est tout à fait exact. Même si, pour autant, on fait du cash flow parce que l'amortissement des travaux et l'amortissement de la valeur du bien n'est pas de l'argent qu'on te prélève de ton compte en banque. Tu ne peux pas sortir de l'argent si tu as un exercice comptable à 0. Et si l'intention, c'est d'en sortir, à ce moment-là, c'est assez simple. C'est ce qu'on avait vu sur les premiers coachings ensemble. C'est que tu vas demander à ton comptable de faire une manipulation pour abaisser ou pour allonger les durées d'amortissement des travaux et de la valeur du bien, de façon à ce que, vu qu'on amortit moins, on crée ce gap. Et ce gap sur lequel on paye nos 15% d'impôts à l'IS à la fin de l'année, et sur quoi ensuite on peut se sortir de l'argent. Donc c'est ça la nuance. Effectivement, il faut passer par la case impôt sur les SCI pour se sortir de l'argent. C'est good, ça répond à la question? Oui, c'est bon. Super. Justin, Océane, j'ai vu ton message, Océane, j'ai sauté ta question, mais je n'arrive pas à voir la question que tu as posée dans Slack. Alors peut-être tu peux la poser à l'oral? Oui, et puis il y avait celle de Théo qui m'intéressait aussi. Ok. Alors, c'était donc la mienne, c'était comment faire pour trouver quelqu'un qui fait le ménage dans son Airbnb sans passer par une entreprise. Annonce sur le Bon Coin. Annonce sur Ok. le Bon Coin et tu demandes au voisinage. Ceux et celles qui peuvent avoir des femmes de ménage à proximité, c'est le plus simple et c'est celles qui seront le plus à même de bosser. Donc n'hésite pas à poster un mot, toquer à la boulangerie, demander si elle a des contacts, des choses comme ça fonctionne super bien. Et ensuite, il va falloir faire passer des entretiens d'embauche, il y a un système de contrat à mettre en place avec les femmes de ménage, etc. C'est encore un peu tôt pour qu'on en parle, mais c'est déjà un premier élément de réponse. Le Bon Coin, ça fonctionne bien. Ok, on en reparlera, ça marche. Et du coup, la question de Théo, c'était, parce qu'on est concerné aussi, actuellement avec un taux d'endettement personnel très élevé et dépassant déjà les 35%, quelle solution de financement s'offre à nous, enfin à moi, pour aller au bout du projet? Théophile, si ça te va, on va voir ça en Indiv. Je crois que tu as eu le coaching Indiv déjà il y a 2 semaines. S'il faut, on en refera un nouveau. Je ne veux pas que tu restes bloqué là-dessus. Et l'idée, c'est qu'il faut plus d'éléments pour que je te donne une réponse. Donc, je ne vais pas le faire là sur le coaching Indiv pour pas embêter tout le monde. Parce que je ne peux pas te faire une réponse précise simplement là-dessus. Il faut qu'on se refasse le point sur les détails financiers des autres biens que tu as et comment on va les mettre en avant, comment on va jouer au jeu de la banque en fait par rapport à ton profil particulier. Donc, je te propose qu'on voit ça en indiv et puis tu regarderas bien le coaching de la semaine prochaine où on sera focus sur le jeu de la banque et tu auras aussi beaucoup d'éléments de réponse à ce moment-là. Là, ça fait combien de temps que tu as signé ton compromis, Théophile? Alors, j'ai pas le micro. Alors, hop là, tu m'entends, ouais? Ouais, super. Ok, donc coucou. Du coup, ben, merci de revenir à la question. Donc moi, l'offre de prêt a été faite déjà. Le compromis, il est prévu là pour le 19, la semaine prochaine. Ok, l'offre de prêt a été faite? Pardon, non, non, l'offre a été faite, donc ça c'est validé. Le Nice. compromis est prévu pour la semaine prochaine. Normalement, c'est jeudi 19. Cool. On va bientôt Donc, faire l'immersion sur ton projet alors? ouais, ça avance bien. Donc là, il y a une petite chose, donc il manque certains diagnostics. Donc, bon, j'en profite tant que tu es là. Est-ce que justement, parce que là, je bloque un petit peu au niveau de la banque, on est passé plutôt sur le financement en mode SCI, Ok. parce que, voilà, personnellement, je suis vraiment full. Donc là, c'est plutôt, on passe sur un dossier, un montage SCI. Donc Ouais. là, les offres, le dossier est parti chez différentes banques pour voir un petit peu comment ça va se passer. Je passe avec une courtière. Ouais. Et du coup, ben voilà, est-ce qu'on signe le compromis là dès qu'il arrive ou est-ce que je le fais un petit peu retardé dû Surtout aujourd'hui pas. à... Voilà. Surtout pas, ne fais pas retarder le compromis. Moi, je te dirais que les Ok, banques seront même encore plus OK de regarder ton dossier quand tu auras signé le compromis. Tu vois, dans ok, les 6 étapes de l'acte d'achat, les banques, c'est après le compromis. ok, Parce que, en fait, ça les embête de regarder ton dossier, de te pencher sur un truc qui possiblement peut capoter avant le compromis, tu vois. d'accord. Donc, vaut mieux signer le compromis rapidement.
et, et jouer au jeu de la banque par soi-même plutôt qu'avec un courtier. Parce que tu Ouais, peux pas retourner voir les mêmes banques où ton courtier est allé démarcher. ok. Hyper attention à ça. Euh, Parce que tu es un dossier de plus auprès du courtier et quand il faut aller chercher un financement qui sort un peu des codes, bah lui, il finance surtout les dossiers qui rentrent dans les codes. Donc en fait, il n'a pas grand-chose à t'apporter si ce n'est des commissions en plus. Parce que toi, justement, tu n'es pas un dossier en plus quand tu vas voir le banquier, tu es un projet, une personne à financer et c'est complètement différent. Mhm. Donc, je la jouerais plutôt comme ça. Maintenant, si tu es vraiment overbooké et que tu n'as pas le temps de le faire, à ce moment-là, le courtier, c'est la Non, non, solution je peux première. le Mais faire. vous êtes Donc, deux mais vous êtes deux dans cette histoire, quoi. Donc, ouais. Mais c'est n'hésitez pas. vraiment, puis au-dessus, bon, j'ai vu moi un banquier directement, donc avec qui il y avait une bonne relation, donc j'ai joué vraiment carte sur table et ça s'est très bien passé. Il a essayé de monter le dossier en nom propre, donc très compliqué. Il m'a dit, voilà, là, je peux pas, même si en soi, le projet est bon, il est viable, même tout ce qui reste derrière, c'est très bon. Ouais, Donc, voilà, il a très positif, mais ça passera pas. Il faut que tu le passes en mode société. carrément. Et puis aujourd'hui, donc, c'est de trouver les bons partenaires. Et du coup, un peu la deuxième question, c'était, je pense qu'on avait la même que, je sais plus qui c'est qui l'avait demandé, mais voilà, est-ce qu'on avait, vous aviez peut-être, vous, des partenaires ou chez qui, plus ou moins, vous voyez, entre parenthèses, qui ont l'habitude de suivre des investisseurs qui ont déjà, eux, leur patrimoine, entre parenthèses, qui est plutôt bon, situation plutôt bonne, mais avec un taux d'endettement qui Ouais. dépasse. Donc, c'est quelqu'un qui fasse confiance, tu vois. C'est un peu ça que je... Je te recommande d'aller voir Crédit Agricole, banque privée. Ok, C'est pas mal. Tu peux être ok. reçu autrement qu'au Crédit Agricole normal, si tu as déjà un patrimoine un peu avancé. Et là, l'autre truc qui me vient en tête, on en reparlera on se refera un coaching indiv après que tu aies signé le compromis. Je pense que c'est mieux, Théophile, Ok. ou pas trop loin de cette période-là. Parce que je crois que ta résidence principale, tu l'as mise en location. Tout est loué. Tout est loué, donc là, tu es reparti en location. Ouais. Bah, l'idée, c'est que pour maximiser ton dossier, tu vas dire que tu vas habiter dans un des appartements de ton immeuble. Ok, ouais, j'ai pensé à ça. Ouais. Ok. Et là, ça devient très, très vite très intéressant. Tu vas voir que ça ouvre beaucoup de portes. Ok. D'accord. Tous ceux qui n'ont pas la résidence principale, c'est un levier exceptionnel, ça. Ok, Un ok. levier assez Et incroyable. justement, une dernière petite question, je me permets. Du coup, le compromis, il est prévu pour jeudi. Et là, avec l'agent, donc, elle m'a dit, il manquait encore quelques diagnostics à faire au niveau de tout ce qui est évacuation. Je sais plus ce que c'était quoi. C'est le à l'égout, je sais pas quoi. Et du coup, il fallait attendre. Il fallait faire une demande à la ville parce que ça traversait la rue, en fait. D'accord. Donc, du coup, c'était pas le même organisme et que ça pouvait prendre, on va dire, 15 jours, 3 semaines, peut-être un petit peu plus. Donc, est-ce que je signe mon compromis jeudi en notant bien avec conditions suspensives, tu vois, par rapport à cette option-là, sous réserve que voilà, tout soit OK, ou est-ce que j'attends, mais ça peut repousser à 3 semaines, peut-être un mois, le compromis? Oui, oui, signe. Signe Je maintenant. signe, mais je notifie bien, voilà, que de façon à ce que. OK, Ça suffira. Carrément. OK, Carrément, OK. carrément. Très bien. Non, mais merci en Les tout cas. signatures trop longues avant compromis, moi, moi j'ai eu le cas, hein, je viens de passer 2 mois et demi avant la signature de mon compromis sur l'immeuble sur lequel je suis en cours d'acquisition, parce que je suis rentré en négociation à un moment donné, parce que on s'est aperçu qu'il fallait créer une sortie de secours en plus dans le hangar que je vais mettre en location, etc. C'est toujours délicat, hein. C'est toujours délicat de repousser les compromis parce que les vendeurs sont toujours pas closés entre guillemets. Il y a toujours pas de signature, quoi. Donc c'est le cas de figure dans lequel on a parfois le vendeur qui se rétracte, même si légalement il peut pas, etc. Mais s'il n'a pas envie de te vendre, il n'a pas envie de te vendre. Il va te faire batailler pendant 10 ans et même si Mhm. légalement il est obligé de te vendre, s'il veut te faire batailler, il va te faire batailler. Donc au plus tôt c'est signer le compromis, au mieux c'est quand même. OK, d'accord. Nickel. Bon, super. Merci beaucoup.
Super, messieurs, dames, merci beaucoup pour vos participations, pour vos questions. J'ai essayé de faire un format un petit peu différent parce que vous êtes tous à des avancées un peu différentes à ce stade. Semaine prochaine, on reprend sur la partie plus théorique et surtout continuer à fond. Là, vous êtes déjà, vous êtes presque une quinzaine déjà à avoir des offres d'achat acceptées, presque sous compromis, etc. Donc, ça bombarde, on est super contents. Et ceux pour qui c'est en cours, c'est plus qu'une histoire de semaine. Donc, avec les bonnes techniques, la bonne intensité, ça va le faire. Je suis super confiant. Belle soirée à tous. Je vous dis bon appétit et on se dit à très vite pour ceux qu'on se Allez, voit, merci. pour ceux qu'on voit en apéro. Ciao. Ciao, bonne soirée. Merci, ciao, ciao. Bonne soirée, bye.